Alors, je voudrais tout de même, si vous voulez, avant d'entrer dans le vif du sujet, sur cette analyse des débats contemporains autour de la laïcité et des conséquences qui en découlent sur le terrain juridique, vous dire que la laïcité, ce sera un simple rappel pour que nous nous mettions d'accord sur les termes, définit, elle est issue du tournant moderne, définit un régime de régulation du religieux articulé autour de deux grands principes de fonctionnement. Il est un premier principe qui rompt avec tous les schémas d'organisation de la République chrétienne prolongés par notre ancien régime. Il est un premier principe qui est celui de l'admission de la pluralité, cette pluralité étant elle-même fondée sur la reconnaissance de la liberté publique de conscience. C'est donc un premier élément sur lequel les régimes de laïcité, le régime français de laïcité s'appuie. Et puis, il est un second élément à côté de cette définition téléologique de la laïcité, une définition instrumentale qui vient s'ajouter à la première et qui suppose que l'État, dans ce régime-là, affirme toujours sa neutralité. Ayant dit cela, je n'ai pas dit grand-chose, au fond, car nous allons nous apercevoir très vite que les deux concepts que je viens de mettre en évidence, susceptibles de penser la laïcité, que ces deux concepts sont plastiques, sujets aux antagonismes discursifs qui peuvent, à tel ou tel moment de l'histoire, travailler l'espace délibératif. La liberté de conscience est-elle la liberté d'autonomie? Est-elle au contraire une liberté de perfectionnement? La neutralité doit-elle être une neutralité d'intention ou doit-elle se prolonger? Je reviendrai sur ces notions tout à l'heure, en neutralité d'apparence, comme c'est le cas dans la société française. J'ai en tout cas défini une ontologie faible de la laïcité, susceptible au fond d'être reçue par chacun d'entre nous, quelles que soient par ailleurs ses positions dans l'espace public délibératif d'aujourd'hui. Il se trouve que cette laïcité a connu au cours de l'histoire, telle que je viens de la définir, pluralité, liberté de conscience d'un côté, état neutre, situé à distance des différentes familles religieuses, cette laïcité a fait l'objet d'une histoire. Je répète, au fond, je pense, ce qu'a dit Philippe Gaudin lors de sa dernière intervention, d'une histoire marquée par deux moments principaux. Il est un premier moment qui pourra peut-être susciter l'interrogation d'un certain nombre d'entre nous, qui est le moment concordataire. J'ose ici situer le moment concordataire, celui qui est établi par Napoléon Bonaparte en 1801-1802, du côté de la laïcité, tout simplement parce que nos grands légistes aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, considèrent que le concordat, dans sa formule actuelle, peut être une expression de la laïcité. J'ajoute que ce concordat repose sur un principe clé, celui de liberté de conscience, à quoi s'ajoute celui également moderne de souveraineté de l'État. Lorsque ces deux éléments sont réunis, on peut parler d'un modèle moderne d'organisation des pouvoirs qui tranche très singulièrement avec ce qui existait jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, le principe d'unité de foi articulé autour d'un État prenant clairement parti en faveur de la seule religion qui compte, celle, comme le disait Louis XVI dans son testament, de l'Église catholique romaine. Si l'on s'arrêtait là, on pourrait dire qu'au fond, le Concordat est un régime qui ne se distingue guère de celui qui va s'imposer
à partir de 1905. Liberté de conscience, souveraineté de l'État. Il n'en est rien. Il se trouve que ce concordat est porté par une philosophie du lien social, une philosophie du lien social construite par le grand juriste de Napoléon Bonaparte, Portalis, qui estime qu'il n'est pas d'ordre, de stabilité, d'harmonie de la société, sans que la morale, qui configure nos propres conduites, soit elle-même religieuse. De sorte que nous avons d'un côté, avec ce système concordataire, ce pourquoi nous pouvons dire probablement que ce concordat n'est qu'un moment incoatif de la laïcité, nous avons un déchirement pratique. D'un côté, l'affirmation de la liberté de conscience, et de l'autre, cette idée que l'État a besoin d'une morale religieuse pour asseoir la stabilité de la société. Ce qui conduit l'État dans sa souveraineté, d'une part, à protéger les cultes, et on les protège au XIXe siècle, on les protège aujourd'hui encore dans cette survivance du système concordataire qu'est le système d'Alsace-Moselle, on les protège en les finançant. On les protège aussi tout au long du XIXe siècle en leur accordant dans les systèmes d'enseignement, dans le système de l'éducation, même publique, une place essentielle dans la formation des jeunes esprits. Protection. Mais comme le disait Portalis, ce système concordataire est une protection surveillée. Et c'est ici qu'apparaît non seulement la trace d'un gallicanisme d'Ancien Régime, mais également cette idée très moderne que l'État est souverain sur son territoire et que le prince Napoléon Bonaparte est empereur en son royaume. Cette idée, en somme, que l'Église ne peut pas, contrairement à ce qu'elle affirme tout au long du XIXe siècle, et qu'elle continue d'affirmer aujourd'hui encore, une société parfaite échappant à la tutelle de l'État, ce qui caractérise le concordat, c'est au contraire que l'Église est insérée dans l'État, soumise aux règles que l'État définit. Régime donc de protection surveillée dans un cadre philosophique moderne, marqué par l'articulation de la souveraineté de l'État et la liberté de conscience. Vous voyez que nous sommes là, Anne Troadec évoquait tout à l'heure la question de la modernité, dans un modèle qui est tout à fait significatif de ce qu'on pourrait appeler la modernité émergente. Un premier moment de la modernité, où l'État a l'audace sans doute de se séparer de la règle religieuse, mais où il ne parvient pas tout de même à dissocier la société qu'il régit de cette morale religieuse qui doit la discipliner. Voltaire est parmi nous, sans doute pour les élites, Dieu a peu d'importance, il est nécessaire pour réguler la société globale. Une deuxième période va bientôt s'affirmer, dont vous a probablement parlé Philippe Gaudin la dernière fois. Cette deuxième période, c'est celle qui s'ouvre en 1905 et qui est marquée par une conception libérale de la laïcité. Conception libérale de la laïcité qui tranche avec le modèle précédent, qui était lui-même appuyé sur une conception juridictionnaliste, pour reprendre un terme de l'Ancien Régime, sur une conception gallicane de surveillance, je le disais à l'instant, des cultes, dans le cadre d'une coopération avec l'État. À partir de 1905, un régime libéral, fondé non pas sur l'intrication des ordres, sur l'interpénétration des institutions, sous la tutelle cependant de l'État, mais désormais un système de séparation. Un système de séparation marqué par un principe qui est un principe hugolien que Victor Hugo
évoquait déjà dans un fameux discours de 1850 l'Église chez elle, l'État chez lui. Alors ne nous trompons pas, il n'y a là aucune reddition devant la volonté de l'Église d'associer deux systèmes institutionnels situés dans une situation d'égalité l'un par rapport à l'autre. Non. L'État chez lui, l'Église chez elle, mais sous tutelle cependant de la règle politique. Nous sommes, évidemment, avec 1905, dans un régime politique éminemment moderne. Alors, ce qui caractérise ce libéralisme, c'est sans doute l'idée de séparation. Séparation pour que, dans la société, nul, même les athées, ne se sentent défavorisés par un État qui, hier encore, affirmait, en reconnaissant 4 cultes, son lien avec le système religieux. Non, nous disent Briand et Jaurès, la séparation est nécessaire, tout simplement parce qu'il faut que chaque citoyen, quelle que soit son appartenance, quelle que soit son affiliation religieuse, puisse se sentir également traité par les institutions étatiques sans que nul au sein de la communauté sociale ne puisse affirmer ses privilèges. Premier élément, donc, une séparation au nom précisément du refus des discriminations, au nom de l'affirmation de l'égalité des citoyens. Et puis, un second point apparaît, il est tout à fait central, c'est à partir de sa proclamation que doivent être jugées toutes les lois, nous dit Aristide Briand. Le second élément, c'est évidemment la liberté de conscience prolongée en liberté des cultes. Liberté de conscience prolongée en liberté des cultes, le mot liberté des cultes est ici très important. Il faut, dans les limites de l'ordre public, permettre à chaque culte d'être autonome dans son mode de fonctionnement. Être autonome dans son mode de fonctionnement, ne pas être entravé par quelque norme étatique que ce soit, dès lors que l'ordre public, et je reviendrai sur cette notion tout à l'heure, se trouve respecté par l'institution religieuse en question. Liberté des cultes, cela veut dire que l'Église, comme le dira l'un des grands évêques du début des années 1920, le cardinal Andrieux, cela signifie que l'Église se défait désormais des lourdes chaînes qui pesaient hier encore sur son propre fonctionnement à travers le système concordataire. Vous voyez qu'on entre là dans un monde qui est celui d'une séparation comme garantie tout à la fois de l'égalité et de la liberté des citoyens. Une séparation qui s'appuie sur une philosophie libérale, elle est voulue par Briand, elle est voulue par Jaurès, et elle repose sur cette idée que le citoyen religieux doit avoir les mêmes droits que le citoyen séculier. Nul ne peut être entravé dans sa foi, nul ne peut être contraint d'embrasser quelque foi que ce soit. Ce système de séparation subsiste-t-il? Peut-on dire aujourd'hui encore que malgré la persistance de la loi de 1905 dans notre ordre juridico-politique, la loi de 1905 est toujours là, elle est toujours en vigueur, peut-on dire que ce système de séparation, voulu par les pères fondateurs de la laïcité française, périt déjà, mais plus encore Briand et Jaurès, peut-on dire que ce système-là est un système qui demeure? Alors la thèse que je voudrais essayer de défendre ici, c'est que les choses ont profondément évolué. Les choses ont profondément évolué sous l'effet tout à la fois de l'adjonction d'autres normes juridiques, sous l'effet aussi, à côté de cette adjonction de nouvelles normes juridiques, de nouveaux principes d'interprétation des textes qui n'ont pas été
sans configurer les pratiques du Conseil d'État et les exégèses également du Conseil constitutionnel. Les lois et les mœurs se sont alliés pour donner de notre législation laïque une image très différente de celle qui l'emportait encore il y a désormais 120 ans. Évolution donc. Mais dans quel sens? Je voudrais essayer de montrer ici que cette évolution dessine un cadre de laïcité qui est un cadre de laïcité marqué davantage en raison des évolutions du temps, en raison des configurations différentes du discours politique, un cadre de laïcité marqué aujourd'hui par des objectifs plus sécuritaires qu'hier. Il s'agissait hier d'affirmer un cadre libéral fondé sur des principes libéraux d'agencement du social. Nous sommes aujourd'hui dans un cadre davantage marqué par l'idée de valeur. Nous en parlions, je crois, lors de votre dernière rencontre, qui dessine un devoir-être répondant lui-même au souci de stabiliser une société marquée, comme le disait la sociologue philosophe Wendy Brown, par le complexe de la peur. D'un côté, une espérance, celle d'une société régie par la raison, de l'autre, aujourd'hui, une société du doute, une société de l'incertitude, marquée par le souci de la sécurité. Ce qui débouche, c'est ce que je vais essayer de vous démontrer, sur une rectification du droit dans un sens de plus en plus favorable aux surveillances, au contrôle, aux limitations imposées par l'appareil étatique. Pour le démontrer, pour démontrer ce passage de la situation de croyance dans les vertus de la liberté à une situation de peur devant le risque de délitescence de nos sociétés, je voudrais emprunter un parcours en 3 temps. Vous dire tout d'abord que cette transformation des choses est le produit, et je rejoins là le titre que Jamal a donné à l'intervention de ce soir, la religion dans la France contemporaine. Je voudrais essayer de montrer dans un premier temps que si nous sommes aujourd'hui marqués par ce complexe de la peur dont parlait la sociologue philosophe américaine Wendy Brown, c'est probablement parce que les paysages religieux ont profondément évolué. Recomposition des paysages religieux, ce sera ici le premier point que je vous propose d'aborder. Les choses ne sont plus identiques à elles-mêmes. C'était hier l'Église catholique. Il y a aujourd'hui d'autres religions, une pluralisation du champ religieux dont je voudrais vous parler. Cette pluralisation du champ religieux ne laisse pas les intellectuels, ne laisse pas les acteurs politiques, ne laisse pas les arènes médiatiques inertes. On les voit réagir, produire des interprétations différentes de la situation et ouvrir, face à cette situation problématique, des voies de résolution des problèmes profondément divergentes. J'essaierai d'aborder ce point sous le titre suivant, la reconfiguration des discours politiques. Pourquoi les discours politiques sont des paroles vides? Je veux dire des paroles qui n'ont aucun effet performatif, qui n'entraînent aucune transformation de l'ordre des choses, qui flottent en définitive au-dessus des réalités qui nous régissent. Il n'en a pas été de la sorte depuis une trentaine d'années. Et l'on voit que, en France,
comme partout ailleurs en Europe, nous sommes confrontés à un déclin des vieux modèles, comme le disait le juriste italien Silvio Ferrari, le déclin des vieux modèles. Cette idée précisément que dans les changements contemporains de la modernité, on ne peut plus réfléchir, on ne peut plus s'organiser à partir des modèles que le 19e et le début du 20e siècle ont un peu partout mis en place. La modernité change, les conditions d'existence dans cette modernité contemporaine ne sont plus les mêmes que par le passé, et parce que ces conditions d'existence ne sont plus les mêmes, les systèmes de laïcité eux-mêmes sont appelés à évoluer. J'essaierai de vous présenter les effets juridiques de ces discours performatifs en abordant, dans un troisième temps, la recomposition, réactualisation des règles juridiques sur lesquelles se fonde aujourd'hui notre laïcité. Vous aurez remarqué, je n'avais pas prévu de l'aborder, mais Anne Troadec me donne l'occasion et l'autorisation de le faire, la question de la modernité. Et vous voyez que je viens ici à l'instant de l'évoquer. Les thèses en la matière nous disent très souvent que la modernité est d'un bloc. C'est la grande thèse de Léo Strauss, philosophe américain bien connu de l'école de Chicago, qui estimait qu'à la période du droit naturel avait succédé la période d'un droit positiviste et historiciste. Cette idée, en somme, qu'il faudrait opposer à l'âge ancien des choses un âge moderne qui n'évoluerait pas. Alors la thèse que je vais vous proposer aujourd'hui, qui en tout cas va apparaître comme étant sous-jacente à l'ensemble de mes développements, est qu'il faut en finir avec cette idée d'une modernité homogène qui, depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, resterait identique à elle-même. Ce qui marque notre période, et c'est pour moi un paradigme qui me permet d'étudier notre immédiate contemporanéité, c'est le fait qu'il y a à l'intérieur de la période moderne deux sous-périodes qui correspondent à deux paradigmes d'organisation du social. Une première période nous conduit, en somme, jusqu'aux années 1960, 1970, 1960. On s'aperçoit alors que la modernité recrée de la tradition. La modernité recrée de la tradition à travers une exaltation d'un certain nombre d'idoles mentales qui viennent prendre la place des figures transcendantes qui, hier encore, sous-tendaient le social. Ces figures, je pourrais presque dire, ces idoles mentales qui marquaient la première modernité, c'était le principe de raison, c'était le principe de progrès, c'était le principe d'étaticité. Cette idée si bien développée par Durkheim que l'État est le recteur de nos existences. État recteur de nos existences, le grand philosophe républicain Charles Renouvier disait « L'État a charge d'âme, aussi bien que les églises, mais à un titre plus universel encore. L'État a charge d'âme, aussi bien que les églises, mais à un titre plus universel encore. » Nous avons été accompagnés par cette vision enchantée de la modernité qui succède à la version émergente que j'évoquais tout à l'heure, ce moment intermédiaire, celui du début du XIXe siècle, quand on voyait Napoléon Bonaparte et ses juristes s'interroger sur la possibilité de construire une société sans le religieux, affolés qu'ils étaient par leur propre audace.
À partir du milieu du XIXe siècle, nous entrons là, dans la véritable première phase de la modernité. Cette idée précisément que nous allons pouvoir, dans le cadre d'une histoire qui débouche sur un nouveau royaume des dieux, pour parler comme Carl Levitt, qui débouche donc sur un univers enfin réconcilié avec lui-même, nous allons être portés par des valeurs strictement séculières, la raison, l'État, le progrès, dans le cadre d'une histoire messianique. Voilà autant d'éléments qui nous permettent, je crois, de comprendre ce que nous avons vécu jusque dans les années 60, le tout étant appuyé par des institutions sociales très intégratives, les appareils d'État, les partis, les syndicats, et qui ne nous laissaient pas, nous, citoyens, à notre seule autonomie individualiste. Nous étions là dans des mondes, et c'est pourquoi j'évoquais, en citant Giddens à l'instant, nous sommes dans des mondes qui, sur des fondements modernes, tentent de recréer de la tradition, tentent de recréer de l'intégration, tentent de recréer de la cohésion à partir des valeurs qui portent l'existence sociale, des valeurs qui sont désormais des valeurs strictement séculières. Et puis, une seconde modernité est apparue, qui est la modernité que nous vivons depuis les années 1960-1970, marquée par une mise en crise des trois principes organisateurs que je disais tout à l'heure. La raison, qui peut encore aujourd'hui la définir? Elle a été déconstruite par toute une pensée qui l'a accablée, cette raison, de sa réflexivité critique. Citons, par exemple, les théories de la déconstruction qui, à partir des années 1960, estiment que la raison est un artefact, le produit simplement de la conscience classique. J'évoque ici Michel Foucault à demi-mot, qui considère que la raison a été un instrument de pouvoir et non pas une réalité objectivement démontrable. Je dirais la même chose du progrès. Qui parmi nous pourrait dire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui? Qui adhérerait encore à cette idée hegelienne, marxiste, suivant laquelle, un jour, comme le disait Aragon, viendra couleur d'orange? Sans doute pas. Sans doute que personne d'entre nous ne tiendrait aujourd'hui tant l'avenir demeure obscur. Tant l'avenir demeure obscur, et l'on voit bien qu'autour de nous, toute une série de discours, catastrophistes parfois, réalistes également, viennent remettre en cause cette idée d'une espérance susceptible de s'inscrire dans un messianisme séculier. Et l'État, est-il encore capable, cet État, à l'intérieur de ces frontières que la première modernité avait établies, de résister aux flux financiers, flux humains, flux viraux, même flux politiques et juridiques, à travers les règles venues de l'extérieur de lui-même, les règles de Strasbourg, les règles de New York, à travers ces règles, donc, qui remettent en cause sa propre souveraineté, cet État, accablé de flux qu'il n'arrive plus à contrôler, est-il encore susceptible d'apparaître comme la structure venant organiser nos sociétés? Vous voyez qu'au total, à partir du moment où l'on enregistre cette transformation des principes d'existence de la modernité, on définit un second moment de cette modernité qui débouche non pas sur les certitudes du passé, mais sur un mouvement qui est accablé d'incertitude, de doute, ce qui n'est pas sans provoquer le complexe de la peur que j'évoquais tout à l'heure. Alors je voudrais, car le temps passe, après cette longue mise en perspective, vous proposer trois moments. Le premier moment,
concerne la recomposition des paysages religieux. Sans lui, nous ne pourrions pas comprendre pourquoi, sans cette recomposition, nous ne pourrions pas comprendre pourquoi le monde d'aujourd'hui est à ce point travaillé par la question laïque, plus que par la question laïque, par la question des renouvellements nécessaires des principes de laïcité. Il fut un temps où, certains peut-être parmi nous s'en souviennent, la laïcité était, comme le disait Jean Bobéro, une laïcité d'évidence, où la laïcité, en somme, ne faisait plus problème. Elle avait déchiré la France. Depuis les années 1880, les choses s'étaient un peu apaisées dans les années 1920, mais très vite, 1940. Le problème avait ressurgi, et je pense encore à ce mot du cardinal Gerlier, l'archevêque de Lyon, primat des Gaules, dans une de ses homélies disant « À force d'être laïcisée, la France devait mourir ». L'idée précisément qu'un monde sans Dieu est un monde sans harmonie, un monde de violence et d'injustice. Et l'on voit bien que le concept de laïcité pose encore problème et vient déchirer ces deux France qui, depuis la Révolution, sont l'une vis-à-vis de l'autre dans la posture du gladiateur. Il se trouve qu'à partir des années 1950-1960, il n'y a plus ou presque plus de débat en la matière. Et on le voit en particulier, pour ceux qui sont intéressés par ce genre de choses, on le voit en particulier dans les analyses lexicométriques. Le mot laïcité connaît un pic entre 1900 et 1905. Un autre pic au début des années 1920, au moment du cartel des gauches, où l'on s'aperçoit que, autour d'Édouard Herriot, on souhaite intégrer l'Alsace-Moselle dans le régime de droit commun français. Placer, en somme, les territoires de l'Est sous le couvert de la loi de 1905. Ensuite, la situation est quasi létale. Les acteurs politiques, les acteurs sociaux n'utilisent plus le terme de laïcité. Probablement parce que la laïcité, sauf sur le front scolaire, apparaît comme un problème adjacent. Ce qui compte désormais, c'est la question, comme le disait Alain Badiou, de l'hypothèse communiste. Comment répartir? Comment produire la richesse? Et c'est autour de cela que se construit, dans les années 1960-1970, le principal de nos controverses publiques. La laïcité est une vieille lune. Alors, cela s'explique par le fait que l'Église catholique, qui était jusqu'alors le principal fournisseur des querelles laïques, est désormais entrée dans le droit commun. L'Église catholique est entrée dans le droit commun à partir de 1945 et plus encore à partir de 1965, avec le Concile Vatican II, qui va avoir des prolongements évidents dans la société française, Concile Vatican II qui, dans plusieurs textes, affirme la nécessité d'en finir avec l'idée de l'unité de foi, d'en finir avec l'idée de l'État catholique, et affirme la nécessité, au contraire, de prendre au sérieux les règles de la démocratie constitutionnelle. Autant d'éléments qui, parce que l'ennemi a disparu, affaiblit le camp laïque. Il faut attendre les années 1980-1990 pour que la question laïque ressurgisse. Elle ressurgit, cette question laïque, parce que parallèlement, la question religieuse réapparaît. Chacune des deux France, en somme, se nourrissant de l'autre. Ce n'est plus, cependant,
la même France que le camp laïque veut abattre. C'est une autre France. Non plus la France du catholicisme, elle s'est rangée aux arguments de la modernité, mais une France des revivals religieux, dont l'islam est probablement l'expression la plus forte. Alors, j'ai évoqué à l'instant les revivals religieux. Je précise pour nous tous ici qu'il y a plusieurs paradigmes permettant d'analyser la situation religieuse contemporaine. Le premier paradigme est le paradigme de la sécularisation. Et c'est un paradigme qui se trouve développé aujourd'hui encore par des auteurs de premier plan. Je voudrais vous en citer un seul, qui s'appelle Steve Bruce, B-R-U-C-E, qui est un professeur britannique, il est professeur à l'université d'Aberdeen, Steve Bruce, et ses thèses ont encore aujourd'hui une véritable audience. Il considère, à la manière des sociologues qui l'ont précédé, Durkheim, Weber, et puis aujourd'hui, dans les années 1950-1960, des auteurs comme Karel Doblar ou encore Brian Wilson, il considère quant à lui que la modernité faisant son œuvre, la rationalité gagnant chacun de nos systèmes d'existence, le religieux n'a plus d'avenir. Et que l'analyse des cohortes qui se succèdent, des générations, montre bien que plus on avance dans le temps, moins le religieux fait recette. Les valeurs, les croyances ne se transmettent plus. Et bien sûr, les pratiques non plus. Ce qu'on pourrait appeler un tournant séculier marque nos sociétés. Dans un premier temps, nous avons continué, nous dit Steve Bruce, à assister au culte. On faisait encore baptiser ses enfants, mais déjà, on croyait moins. La parole du prêtre ne pesait plus. Deuxième temps, on déserte l'Église. On n'assiste plus aux cérémonies du dimanche. On ne fait plus baptiser ses enfants, mais il reste encore quelques éléments de spiritualité, des attaches avec le corpus des traditions venues du passé chrétien. Et puis, nous dit-il, troisième moment, le spirituel ou le religieux s'efface, ne reste qu'une conscience nue qui n'a plus besoin d'un support transcendant pour dessiner sa propre ligne d'existence. Je viens, à travers ces trois étapes, de vous décrire ce qu'est le tournant séculier tel qu'il est envisagé par les théoriciens subsistants de la sécularisation. C'est un premier paradigme. Et puis, il en est un second qui va se développer à partir des années 1990 à la faveur d'une observation. L'observation que, décidément, le religieux n'est pas mort, que le religieux réapparaît constamment, réapparaît partout dans tous les mondes religieux, avec parfois une force de mobilisation sur un certain nombre de dossiers, en particulier sur les dossiers touchant aux questions éthiques, aux questions familiales, qu'on croyait avoir totalement disparu. Ce paradigme-là, c'est le paradigme qu'on appelle souvent le paradigme de la désécularisation. Et il est porté en particulier par un auteur qui s'appelle Peter Berger. En France, le nom de l'auteur que je vais citer ne vous sera pas inconnu. Gilles Kepel a défendu aussi dans les années 1990 cette thèse dans un ouvrage au titre très significatif, La revanche de Dieu. Revanche de Dieu, désécularisation du monde, c'est le titre de l'ouvrage de Peter Berger. Voilà des auteurs qui nous disent que précisément le monde
est aujourd'hui en train de se réenchanter. On croyait que plus la modernité avançait, moins la raison, moins la conscience nue avait d'importance. Et voici que c'est tout le rebours. La modernité avance et pourtant le religieux revient. Que faut-il faire de ces deux paradigmes? Je voudrais vous proposer un troisième paradigme, celui auquel je suis attaché et qui permet d'expliquer les conflits, me semble-t-il, qui sont à l'œuvre dans nos sociétés contemporaines. Le paradigme que je voudrais vous proposer, c'est celui de la polarisation. Polarisation caractérisée par deux mouvements. Le premier mouvement donne raison aux sociologues de la sécularisation. Le monde n'est plus religieux de la même manière qu'il l'était dans les systèmes de chrétienté. Un chiffre ne trompe pas. 5% de 100 religions en 1952. Je cite 52 car c'est le premier sondage scientifiquement fondé sur les appartenances religieuses. 5% de 100 religions en France. Et aujourd'hui, 58% de 100 religions. Ce qui se traduit par une diminution considérable de la place du catholicisme dans notre espace social. Et l'on voit pour ceux qui fréquentent les dignitaires de l'Église et les militants de l'Église aujourd'hui, une véritable angoisse. L'angoisse de la condition minoritaire. Nous avons été la totalité de la société française, 92% des Français se disaient catholiques en 52. Nous n'en représentons plus aujourd'hui qu'un tout petit tiers. Devenir condition minoritaire. Ce sont là, vous le voyez, des éléments qui sont tout à fait significatifs d'un processus de sécularisation que, pour être complet, je devrais développer à partir d'une analyse non seulement des appartenances, ce que je viens de faire, mais des pratiques. On pratique de moins en moins. Imaginez qu'en 1955, tous les dimanches, 40% de la population se rendait à l'office. La messe, où l'on s'exposait à la parole du prêtre, 40%. Aujourd'hui, dans la même situation, 1,5%. Vous vous rendez compte, là, sans doute, du basculement civilisationnel auquel l'Église catholique se trouve aujourd'hui confrontée. Et il faudrait que je poursuive en évoquant, les choses sont très importantes, l'effondrement des systèmes objectivistes du point de vue moral, cette morale des principes qui avait marqué les époques de chrétienté et l'époque de la première modernité, et qui aujourd'hui se dissout dans ce qu'on pourrait appeler un individualisme comportemental qui marque de plus en plus le rapport que nous pouvons avoir à nos propres existences. Nous sommes là donc, vous le voyez, dans un basculement qui indique la véracité, la validité des thèses de la sécularisation. Sauf que ces thèses de la sécularisation permettent souvent de mettre en évidence les reviviscences, les réeffervescences religieuses auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés et qui posent problème, qui sont très souvent incomprises par les populations qui sont passées du côté de la sécularité. Que d'étonnement pour les jeunes générations quand elles voient passer un prêtre en soutane, une sœur avec son voile,
les revendications d'un certain nombre de nos compatriotes sur le terrain du religieux, avec la volonté d'exhiber sa propre appartenance. Cela devient incompréhensible pour toute une partie de la population. Ce sens-là du religieux n'est plus saisi comme tel dans sa valeur par des générations de plus en plus nombreuses. C'est probablement ce qui explique ce conflit entre la tendance séculière d'un côté et la tendance post-séculière de l'autre. Ce qui explique pourquoi la question religieuse revient au premier plan. Deux mondes qui ne se comprennent pas. Un monde qui vit suivant les principes de sécularité, un autre monde qui vit suivant les principes de l'intégralité religieuse. Intégralité religieuse qui vaut dans tous les mondes religieux, je vous le disais tout à l'heure, qui vaut chez les protestants avec le mouvement pentecôtiste, qui vaut chez les juifs avec la reviviscence, le réarmement des orthodoxes et des ultra-orthodoxes. Une thèse vient d'être soutenue sur cette question dont je pourrais vous parler tout à l'heure. Les catholiques eux-mêmes ont connu, à mesure que s'affirmaient leurs conditions minoritaires, cette idée qu'il fallait revenir à des attestations identitaires plus fortes. Quand je dis attestation identitaire, c'est bien sûr à Jean-Paul II que je fais référence, mais je pourrais citer tout aussi bien le pape François qui, à partir d'une pastorale différente, affirme aussi la nécessité pour les chrétiens d'affirmer dans la nouvelle évangélisation leur identité, une identité qui serait fondée non pas sur la perspective de reconquête offensive d'un Jean-Paul II, mais sur la perspective oblative d'une solidarité, d'une fraternité vécue avec tous. Bref, des mondes religieux qui s'affirment dans leur identité, des mondes religieux qui s'opposent aussi aux univers séculiers qui se développent sur le fondement d'une simple morale de situation en ignorant tout de la morale de principe qui caractérise l'intégralisme religieux dans sa diversité. Alors le problème aurait peut-être pu en rester là s'il n'y avait eu, parmi les effervescences religieuses, l'effervescence de l'islam. L'effervescence de l'islam qui se caractérise par le fait qu'au sein de cette population musulmane, dont une enquête de l'INSEE nous disait, il y a maintenant un an, que ces affidés représentent 11 à 12% de la population globale. Vous voyez, 30% de catholiques, 11 à 12% de musulmans. Et quand vous prenez les jeunes générations, les niveaux se rapprochent encore. 18% de catholiques, 15% de musulmans. Dans les générations de 18-25 ans. La France n'est plus, de ce point de vue religieux, ce qu'elle fut. Elle est marquée par une pluralisation qui remet en cause le monolithisme religieux qui la caractérisait hier encore. Alors, cet islam qui quantitativement marque sa présence, et marque sa présence en particulier dans les grandes cités, connaît en son sein des latéralités, mais des latéralités très significatives, qui entendent faire valoir de manière ouverte, de manière publique, leur propre identité, non seulement dans l'espace privé, mais dans l'espace public, dans l'espace social partagé. Avec des revendications qui s'adressent aux autorités politiques, revendications de représentation, revendications de remise en cause de la neutralité des espaces et des services publics, autant d'éléments qui viennent remettre en cause ce sur quoi nous avons fondé nos compromis républicains.
Cet islam pose problème pour des raisons qui sont des raisons tenant, me semble-t-il, à un point essentiel qui, sur le long terme, renvoie à la conscience occidentale. Nous disposons de très belles analyses. Il y a peut-être parmi nous des professeurs d'histoire. Nous disposons de très belles analyses sur la façon dont s'est constituée la conscience occidentale par rapport aux autres mondes. Et l'on voit bien dans la plupart des analyses que la conscience occidentale s'est fondée sur l'affirmation d'un christianisme contre. Affirmation d'un christianisme contre, on en parle beaucoup aujourd'hui, le monde juif, mais c'est un monde très minoritaire, et surtout contre le monde musulman. Les textes de Dominique Yonnier-Prat, par exemple, sur les moines de Cluny, montrent bien comment cette grande partition occidentale s'est construite avec Pierre le Vénérable au début du deuxième millénaire et a ensuite constamment marqué nos consciences collectives. Premier élément. Deuxième élément très fort sur le rapport à l'islam, la colonisation. Le moyen terme. Cette colonisation qui a été traitée par nous sur le mode qu'Édouard Saïd appelle le mode orientaliste, qui consiste à attribuer à l'islam des caractères exotiques, mais parfois des caractères dangereux qui demeurent aussi dans nos consciences collectives, avec cette idée que l'islam est à la fois le royaume de la violence, le royaume de la sexualité exacerbée, un très beau livre de Dom Shepard qui vient de paraître sur ces questions, et puis le monde aussi de l'archaïsme. Avec cette idée, peut-être en avez-vous le souvenir, en 1958 encore, les épouses des généraux qui vont être putschistes et qui étaient alors à la tête des états-majors de l'armée française en Algérie, vont organiser à Alger des manifestations avec des femmes qui parcourent Alger, elles sont encore voilées, et sur la place principale d'Alger vont être amenées à la demande de Madame Salan et de Madame Jouot de se dévoiler. Des photos seront prises avec cette légende, elles sont enfin libres. Vous voyez que ce que nous vivons aujourd'hui, nous l'avons vécu aussi auparavant, avec cette fixation orientaliste sur ces pays du Maghreb auxquels nous avons assigné une identité particulière qui continue de faire valoir ses effets dans notre conscience française contemporaine. Et puis il y a un troisième élément qui va apparaître dans les années 1980. C'est cette idée, et là nous nous situons dans le court terme, que ces musulmans que nous voyons de loin pour l'instant s'installent désormais dans la population française, s'installent depuis le milieu des années 1970, avec cette idée que, probablement parce que l'ascenseur républicain ne leur permet plus de progresser, ils s'installent aujourd'hui dans des revendications identitaires qui viennent briser les compromis d'hier, passés notamment avec l'Église catholique. Décidément, cette population pose problème. Et l'on va voir que toute une série d'éléments vont être mis en évidence, mis en exergue, dans les médias, à travers les mobilisations d'un certain nombre d'intellectuels qui, dès 1989-90, dénoncent ces irruptions publiques de la foi, avec aussi la hantise que des attentats ne viennent. Ils viendront d'ailleurs, début des années 1990,
Et puis, tout au long des 2 premières décennies de notre millénaire, maintenant, cette idée précisément que l'islam est, lorsqu'il est porté par des formes ultracistes, que cet islam est probablement porteur de violence. Porteur de violence, porteur de déhiscence, de segmentation du social, autant d'éléments qui vont contribuer à reconfigurer l'ordre politique, l'ordre social, l'ordre idéologique dans lequel nous sommes installés. Alors, vous voyez que cette histoire de l'islam vient de loin. Elle se configure dans le long terme autour des productions du Moyen-Âge qui vont se prolonger tout au long de l'Ancien Régime. Il y a des très beaux textes sur cette question. John Tyndall, par exemple, a beaucoup travaillé sur ce point. Et puis, vont venir ensuite le moyen terme, la posture que nous avons adoptée face au colonialisme, à partir d'un regard orientaliste sur des populations que nous avions conquises. Et puis, troisième élément, qui, à partir des années 1980, des comportements, des mobilisations qui semblent remettre en cause les compromis républicains. Voilà des éléments qui vont amener la sphère politique, la sphère intellectuelle à réagir et à produire de nouveaux discours. Je voudrais les évoquer maintenant très rapidement, car je vois que le temps passe et il me reste 10 minutes à peu près. Donc je vais vous proposer très rapidement une deuxième partie sur la reconfiguration des discours politiques. Alors les discours politiques, en la matière, les discours idéologiques, les discours intellectuels, je vais plutôt traiter maintenant, si vous le voulez, sur les discours intellectuels, peuvent être analysés à partir, eux aussi, du principe de polarisation. On voit que 2 polarités se font face à partir des années 1980. Je dis à partir des années 1980 et non pas à partir des années 90, car dès les années 80, il y a, avant même que les jeunes filles de Creil portent le voile, le fameux collège Gabriel Havez, avant même que ces jeunes filles n'apparaissent dans le débat public, il y a déjà une inquiétude qui germe dès le début des années 1980, à la faveur d'un certain nombre de grèves dans le secteur automobile, à la faveur de réflexions venues du Club de l'Horloge, qui est créé à la fin des années 1970 et dont les principaux dirigeants, Jean-Yves Gallou par exemple, vont, après s'être associés au Front National, pénétrer les mouvements politiques de droite et faire valoir une idéologie dont on va voir ensuite les prolongements sous une forme édulcorée dans les programmes pourtant très classiques des partis de la droite modérée. Vous voyez, des circulations intellectuelles qui sont liées à des circulations personnelles et qui modifient dès les années 1980 la façon d'envisager le rapport à la différence. Couverture du Figaro, nous sommes en 1984, un minaret et cette légende, la France sera-t-elle encore chrétienne dans 20 ans? C'est avant l'affaire de Creil. Vous voyez, ce souci-là, il est à mettre en relation avec la modification des politiques d'immigration à la fin des années 70 et au début des années 80. Déjà, l'islam apparaît comme un souci. Les choses vont ensuite s'amplifier, mais sur le fondement des mêmes réflexes d'analyse dans les années 1990-2000, encore accentués par la hantise de l'attentat. Je dis hantise de l'attentat, on pourrait voir là un thème journalistique facile, mais je m'appuie ici sur les analyses lexicométriques. Chaque fois que vous avez un attentat, le débat se fixe, le débat public se fixe sur la laïcité. Vous avez une courbe qui, à ce moment-là, connaît une augmentation exponentielle.
lien entre attentat et laïcité, comme si en France, on pouvait résoudre les problèmes de sécurité à partir d'une réflexion sur la laïcité. Ce n'est pas du tout le cas, pas du tout le cas, on en parlera si vous voulez tout à l'heure, en Angleterre. Les Anglais sont aussi enclins à résister à l'insécurité que nous, mais ils ne le font pas à partir du principe de liberté religieuse. Ce que nous faisons, pour des raisons qui tiennent probablement à notre culture, mais cela, nous l'évoquerons un peu plus loin. Donc vous voyez qu'il y a là, dans le discours public, quelque chose qui se met en place déjà dans les années 1980, sur le fondement d'une lutte entre deux grandes familles de pensée. La première famille de pensée pourrait être qualifiée de famille différentialiste. Et elle est portée par des auteurs dès les années 1980-1990, comme Alain Touraine. Nous sommes ici dans sa maison, comme Michel Vieux-Viorca, qui disait dans un ouvrage récent sur les dernières histoires juives, qui disait « Je suis un multiculturaliste modéré, mais multiculturaliste quand même ». Et puis on pourrait ajouter sur le front de la laïcité un auteur comme Jean Bobéro qui va défendre aussi une position très, très libérale, très, très ouverte, très différentialiste de la laïcité en considérant que la laïcité peut se montrer accueillante à la différence. C'est une première école. Et cette première école, elle va être très dominante, je dirais, jusqu'aux années 1994-1995. Elle est portée alors par les conceptions du Parti socialiste. Parti socialiste qui, on l'ignore trop souvent, est la première force politique à employer le concept d'identité nationale. Simplement, on n'analyse pas l'identité nationale quand on est au Parti socialiste dans les années 80 de la même manière que Nicolas Sarkozy 20 ans plus tard. L'identité nationale se définit au sein du Parti socialiste comme cette entreprise française qui l'a rendu capable d'associer toutes les différences, d'associer toutes les singularités. Ce qui fait l'identité nationale, c'est sa pluralité et non pas son uniformité. Et là, vous avez des discours qui, de François Mitterrand à Alain Savary, en passant par Lionel Jospin, marquent cette période très particulière, la période où le Parti socialiste est très fort, entre la fin des années 1970 et le milieu des années 1990. Point très important ici, qui permet aux thèses différentialistes d'avoir une véritable audience dans l'opinion publique. Alors, cette thèse différentialiste va être contrecarrée dès la fin des années 1980, mais ça commence déjà au début des années 1980 avec les productions d'un Jean-Pierre Chevènement, à gauche, et à droite avec les productions du Club de l'Horloge qui insiste sur le fait que les peuples sont marqués par des cultures inscrites dans un territoire qu'il faut absolument protéger. Le Club de l'Horloge, Grèce aussi d'Alain de Benoît. On nous dit Pierre-André Taguieff, modifier les règles du racisme, les modalités de fonctionnement de l'idéologie raciste. L'idéologie raciste était hiérarchisante jusque dans les années 1970-1980. Elle devient alors différentialiste. Ce qu'il faut, ce n'est pas protéger la supériorité de la race blanche, c'est préserver le territoire de la race blanche, sachant que les autres races peuvent aussi avoir leur territoire.
là, vous avez déjà, vous voyez, à droite comme à gauche, des éléments qui appellent à l'unification des conduites, des comportements, des intelligences du monde. La droite va être marquée par cela, mais même la gauche, qui voit apparaître à la fin des années 80, début des années 90, du côté de ces intellectuels, une revendication républicaniste qui, contre les thèses différentialistes, font valoir la nécessité de l'unité nationale et la nécessité parallèle d'absorber sous l'unité nationale la diversité de nos populations, de nos coutumes, de nos cultures. Alors, des acteurs apparaissent dans ces années-là, Catherine Kinsler, Elisabeth Badinter, Élisabeth de Fontenay, Régis Debray, Henri Pénarvise, qui estime que ce qui fait un monde harmonieux, c'est de réduire la différence à son caractère privatif en affirmant dans la sphère publique l'unité des appartenances. Le politique, le pouvoir, l'État est un lieu vide qui peut accepter des cercles pluriels autour de lui, mais un lieu vide marqué par l'affirmation de la neutralité. Il faudra avoir le temps de reprendre les philosophies exprimées par ces différents auteurs. Je n'ai pas le temps de le faire. Je voudrais vous dire tout simplement que, et on le voit très bien dans la situation d'aujourd'hui, que ce courant républicaniste, qui était non pas marginal, mais en tout cas secondaire au début des années 1990, est aujourd'hui ultra dominant. Alors, j'ai été amené à étudier, par exemple, l'évolution depuis une vingtaine d'années des programmes présidentiels lors des élections qui se sont à temps régulier déroulées. Les choses sont très nettes. 1995, au niveau des élections présidentielles, les candidats sont très peu républicanistes. Si vous prenez les élections qui viennent de se dessiner aujourd'hui, qui viennent de se dérouler, il y a maintenant combien un an 18 mois. 18 mois. Quand vous faites l'analyse des programmes électoraux, vous apercevez que échappe peut-être à la tendance républicaniste les mouvements d'extrême gauche, et en particulier le NPA, et puis la France insoumise. Tout le reste a été marqué par l'idée que l'unité, le mot unité revient constamment. L'unité de la nation doit se faire et que la laïcité est l'instrument de cette unité. Alors vous pourrez trouver l'article que j'ai écrit dans la revue Le Grand Continent, en particulier, où vous verrez comment les choses ont pu se faire. Je termine en vous disant que, évidemment, cette parole aurait pu ne pas être productrice d'effets pratiques. Ce n'est pas ce qui est advenu. Elle est entrée en relation, cette parole, avec une opinion publique qui, à la fois, est formée par les productions des partis politiques, mais les configure en même temps. Il y a une sorte de relation dialectique entre les attentes de l'opinion et les productions, les offreurs de biens partisans. Cette dialectique s'est retournée. Lorsque nous voyons les sondages du début des années 1990, l'opinion publique est, malgré l'affaire de Creil, encore sur une ligne différentialiste. À mesure
que les années s'égrènent. On voit cette option différentialiste diminuer et la nécessité de construire de l'autorité, de l'ordre, de l'unité, être de plus en plus affirmée. Alors, j'ai réalisé un sondage dont je ne vous donne pas les résultats. Il va paraître pour le 9 décembre, précisément, vous savez. Et donc, on a essayé d'analyser l'attitude des jeunes générations, les comparant aux plus anciennes, vis-à-vis de la question laïque. Alors, je ne vous dis encore rien sur cette question, mais nous essaierons de voir si les jeunes correspondent à schéma de l'opinion publique que je vous décrivais à l'instant. Vous voyez, j'essaie de vous mettre en appétit. Alors, donc, je termine en vous disant que l'opinion publique évoluant, la classe intellectuelle se transformant, les partis politiques, les candidats à l'élection présidentielle, connaissant eux-mêmes une mutation, on n'est pas resté inerte sur le terrain du droit. Et que tout cela s'est traduit par un amoncellement de règles juridiques nouvelles qui, sans remettre en cause l'existence de la loi de 1905, l'a modifiée dans son effectivité et dans son interprétation de manière extrêmement substantielle. Ce que je voudrais essayer de vous dire maintenant, et je terminerai par là, à travers un troisième point, la recomposition des règles juridiques. J'évoquais tout à l'heure le déclin des vieux modèles, car tous les pays européens sont confrontés à la même situation, mais qu'ils traitent dans leurs textes de manière différente. Je n'ai pas le temps, évidemment, d'en parler maintenant, mais déclin des vieux modèles. Ce qui caractérise, si vous voulez, la deuxième modernité, je me tourne vers Anne Troadec qui me demandait d'en parler tout à l'heure, c'est le fait que nous sommes aujourd'hui dans un temps d'incertitude qui appelle précisément, parce que c'est un temps d'incertitude, des éléments de stabilisation. Un grand sociologue, Armand Rosa, qui a beaucoup travaillé sur l'accélération du temps, nous dit toujours que dans une société comme la nôtre, marquée par l'accélération exponentielle du temps, nous avons besoin d'un ce qu'il appelle un principe de résonance, c'est-à-dire un principe de stabilisation de nos propres existences. Et il est frappant de voir que dans nos sociétés, ce système de stabilisation de nos existences trouve à s'exprimer à travers l'expression, trouve à s'exprimer à travers la revendication d'un patrimoine retrouvé. Et imaginez comment, au cours de ces dernières années, la patrimonialisation est apparue comme étant centrale. Alors, patrimonialisation par l'attachement à l'histoire. Les livres d'histoire ne se sont jamais aussi bien vendus. Patrimonialisation à travers la visite des musées, à travers la visite des sites historiques et le financement, y compris le financement de l'État pour tenir en bon état, et puis patrimoine aussi, par le fait de retrouver, et c'est un concept ou c'est une notion qui vous dira sûrement quelque chose, des racines. Des racines et en particulier le grand thème des racines chrétiennes. Alors j'ai eu l'occasion de regarder les discours. Les discours des grands leaders européens. Plus ou moins d'intensité, tous y font référence. Alors la France a bien sûr refusé qu'on y fasse référence au début des années 2000, dans ce qui devait devenir la Constitution européenne, mais les discours sont là. Et ils sont là déjà sous Jacques Chirac, qui évoque dans plusieurs discours la France comme fille aînée de l'Église. Avec Sarkozy, la relation entre l'identité chrétienne et l'identité nationale va encore se renforcer. Et je vous parlais de mes programmes électoraux tout à l'heure. Les candidats à la présidence
de la République ont tous évoqué, même Jean-Luc Mélenchon, l'idée d'une présence chrétienne dans la société française. Alors, ça n'est pas du tout parce qu'ils sont tous confits en dévotion. C'est tout simplement parce que nous sommes aujourd'hui, c'est pourquoi j'espère mon cadre d'interprétation pourra peut-être vous intéresser, dans une deuxième figure de la modernité qui, ayant perdu ses premières idoles mentales, a besoin de s'inscrire dans un autre régime d'historicité marqué par la stabilisation qu'offre la référence patrimoniale. Les racines chrétiennes font partie de ces références patrimoniales. Elles dessinent un imaginaire, elles dessinent un territoire pour nous, un territoire contre les autres. Voilà le premier point que je voulais vous dire. Donc des politiques qui sont des politiques qui peuvent être favorables aux religieux. Mais des politiques qui sont favorables aux religieux dans certaines limites, à condition que le religieux ne remette pas en cause les valeurs de la République. Alors, il faudrait ici réfléchir, non point, comme le disait Philippe, il l'a déjà fait, sur la différence entre valeur et vertu. Il faudrait réfléchir sur la différence entre valeur et principe, suivant un modèle que nous a légué en particulier la réflexion d'Jürgen Habermas, le philosophe allemand. Mais avant lui, déjà, la réflexion d'un grand juriste allemand, Hans Böckenförde, qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Et Böckenförde nous disait, Habermas reprendra l'idée ensuite, mais ce qui caractérise une démocratie libérale, ce sont de simples principes. Je ne cherche pas à vous configurer suivant un modèle que j'aurais déterminé par avance. Il me suffit pour construire une société libérale de vous considérer chacun ici comme des personnes égales et libres. Libres et égales à moi-même. Et vous-même, vous me rendez la réciproque. De sorte que notre relation est une relation strictement horizontale. Je vous respecte dans votre égalité et votre liberté, vous me rendez l'appareil. Or, nous sommes aujourd'hui, en France, mais dans beaucoup d'autres États européens, marqués par cette seconde modernité d'incertitude que je vous disais à l'instant, nous sommes aujourd'hui affectés par cette idée qu'il faut substituer à nos relations horizontales un mode de régulation verticale. Au-dessus de nous flottent des valeurs, non pas de simples principes d'existence, mais des valeurs à l'aune desquelles nous mesurons la validité de nos existences, des valeurs qui doivent contribuer à nous configurer dans nos pensées et nos conduites. Valeurs qui renvoient à une description substantielle de notre identité, la façon dont nous devons nous conduire. Un ministre parlait même récemment de comportement républicain, de vêtements républicains. Un autre ministre s'effarouchait de voir de la nourriture halal dans les supermarchés au motif que tout cela remettait en cause notre unité républicaine. Autant d'éléments qu'un libéral ne mettrait jamais au premier rang de ses préoccupations, parce qu'il considérerait qu'après tout, tant qu'il n'y a pas d'atteinte à l'ordre public ni à la liberté d'autrui, tout au fond est permis dans le cadre de ce qu'on appelle, en philosophie morale, une éthique minimaliste. Le problème, c'est que nous sommes aujourd'hui, pour ceux qui ne partagent pas la situation contemporaine, emportés dans une éthique maximaliste, celle des valeurs, qui s'est traduite sur le terrain du droit par toute une série de lois successives, loi de 2004 sur les signes religieux à l'école publique, loi de 2010 sur la dissimulation du visage,
loi de 2016 sur les règlements d'entreprise, loi de 2018, loi Gattel sur l'enseignement hors contrat, et puis la fameuse loi du 24 août 2021 sur les séparatismes. Alors, ce qui caractérise ces lois, me semble-t-il, c'est deux choses. C'est d'abord une affirmation extensive du principe de neutralité. Affirmation extensive du principe de neutralité. La neutralité, initialement, loi de 1905, puis les jurisprudences subséquentes, ne concernent que les fonctionnaires dans l'exercice de leur office. Les fonctionnaires simplement dans l'exercice de leur office. Et nous voyons que progressivement, on demande aux citoyens ordinaires d'adopter ce principe de neutralité. Dernier exemple en date, la décision du Conseil d'État, nous sommes en juin 2023, lorsqu'il s'est agi d'affirmer le principe de neutralité sur les terrains de football. Avec cette idée que sur les terrains de football aussi, il faut, comme l'indique le règlement de la Fédération française de football dans son article 1er, il faut affirmer l'interdiction des signes religieux ostensibles. Ce qui valait pour les fonctionnaires a valu ensuite pour les élèves et vaut maintenant pour les footballeurs. Autant d'éléments qui remettent en cause la possibilité d'une religion ostensible dans un monde qui doit être fondé aujourd'hui sur les règles de décence, sur les valeurs républicaines que l'État définit. Et mon dernier point sera, et ce sera vraiment terminé, sur ce qui concerne l'ordre public. Vous voyez, pour limiter une liberté, depuis 1789, mais la notion était posée déjà sous l'Ancien Régime, on affirme la nécessité de limiter la liberté par l'ordre public. C'est la possibilité que s'offre la société pour entraver notre propre autonomie. Le principe d'horizontalité que je vous disais tout à l'heure, que chacun d'entre nous se respecte et respecte les autres comme personne libre et égale, ne vaut que dans la mesure où ce déploiement de ma propre liberté ne remet pas en cause l'ordre public. Alors, dans un premier temps de notre histoire, l'ordre public a été défini, c'était déjà la doctrine de 1789 et ça va être ensuite la doctrine du Conseil d'État, après la loi de 1905, était définie de manière très objective. L'ordre public qui pouvait venir limiter nos libertés, c'était la sécurité, la salubrité, l'hygiène publique, puis la tranquillité publique. Ma liberté ne peut pas me permettre de faire venir un orchestre sous les fenêtres de mon voisin à 3 heures du matin. Vous voyez que c'est très clair tout ça. Est-ce que par mes comportements, je porte atteinte à l'hygiène publique? Est-ce que en portant des armes, c'est ma liberté pourtant, est-ce que je respecte encore l'ordre public? La réponse était non. Mais c'était des faits objectifs. Et vous avez eu, à partir des années 2010, une évolution dans la jurisprudence et en particulier dans la jurisprudence du Conseil d'État, dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel et dans les supports philosophiques des lois qui, comme je vous le disais tout à l'heure, sont venues bouleverser l'équilibre de 1905. L'ordre public, désormais, est défini de la manière suivante. Ce sont les exigences de la vie en société. Les exigences de la vie en société. Qui définit les exigences de la vie en société? Voilà une question que je laisse ouverte et que
je crois, nous permet de répondre à la question que nous nous sommes posée à l'entrée de notre rencontre. Est-ce que la laïcité évolue? Oui, elle évolue, je crois. Pour parler comme le grand juriste Böckenfort II, dans le sens d'une minimisation des principes et d'une valorisation extrême des valeurs. Valorisation extrême des valeurs qui se traduit par une restriction, me semble-t-il, du champ des autonomies en réponse aux incertitudes provoquées par l'irruption de la deuxième modernité.